Bienvenue aujourd'hui à la revue hebdomadaire de l'actualité crypto du 9 février 2026. Pour l'introduction, d'abord, on est lundi midi, il y a plusieurs plages horaires sur l'heure du midi, comme vous pouvez voir. En passant, pour ceux que ça intéresse, mercredi midi, le sujet de la réflexion, ça va être entre autres MSTR et Epstein. Donc, on va en parler aujourd'hui, mais ça va être vraiment une réflexion sur le FUD médiatique. Puis je pense que Jérôme, tu sais de quoi je parle. Pour information, pour ceux qui ne le savent pas, Jérôme fait partie d'un comité, un espèce de think tank qui s'appelle Les Déchaînés. Et régulièrement, ils interviennent pour venir débunker, dans le fond. Donc, déboulonner des faussetés qui sont véhiculées dans les médias. Et puis, une des choses qu'ils ont faites cette année, ça a été, je parle de eux comme si c'était eux, mais j'en fais partie. Mais une des choses qu'on a faites cette année, c'est à la conférence Bitcoin de la Canadian Bitcoin Conference au Rialto cette année. On en a profité pour offrir des prix orange et des prix citron aux pires couvertures médiatiques et aux meilleures. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est fait... Bonjour, Dominique, bienvenue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait face à vraiment comme, on dirait que c'est un tir groupé de FUD dans les médias et je vais essayer de vous parler de ça aujourd'hui. Donc, bien sûr, n'oubliez pas aussi de prendre votre rendez-vous de bienvenue si vous ne l'avez pas déjà pris. C'est gratuit, vous allez en ligne, suivez les liens à travers vos courriels. Là. Je pense que vous avez reçu un lien là-dessus. C'est un lien vers mon calendrier où est-ce que vous pouvez vous réserver une plage horaire tout seul comme un grand ou une grande. Non-responsabilité, bien sûr, nous autres aussi, on est là pour se partager de l'information, de se faire une idée aussi sur ce qui se passe parce que c'est complexe. Donc, j'offre des explications plus techniques, plus géopolitiques aussi. Donc, bien sûr, prenez vos propres décisions lorsqu'il vient le temps de faire vos impôts et puis de faire vos propres choix d'investissement. C'est donc pas un avis financier légal ou fiscal. Petit rappel sur la plateforme, on va faire un petit tour ici en ligne. Donc, en haut ici, vous allez voir sur la plateforme, dans l'onglet communauté, vous allez pouvoir arriver sur la rubrique actualité où est-ce que l'ensemble des actualités que je veux présenter, parce qu'évidemment, il y a tellement de choses qui se disent, l'ensemble des actualités que je veux vous présenter sont là. Alors, allons-y, si vous le voulez bien, pour la première nouvelle qui a vraiment attiré mon attention cette semaine. Et je pense que vous aussi, vous avez sûrement entendu parler de ça. Dans les médias, en général, j'ai pris un des screenshots, mais il y en a plusieurs. On voit souvent que Strategy, qui est la compagnie qui a une trésorerie Bitcoin et qui s'expose à Bitcoin, elle s'est effondrée, selon les dires des médias. Vous allez peut-être sentir un peu mon sarcasme quand je parle des médias en général. Il faut comprendre une chose, je suis pas un complotiste anti-médias, loin de là. J'ai travaillé moi-même dans les médias, ça me permet vraiment de comprendre aussi qu'est-ce qu'ils vivent. Ils n'ont pas le temps de creuser. Le temps de qualité que vous prenez à chaque semaine avec moi, puis le montant que je prends aussi pour pouvoir fouiller des sujets, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce temps-là et d'investir du temps sur un sujet. Imaginez les journalistes qui ont à courir après les chiens écrasés puis toutes sortes de sujets. Alors, évidemment, souvent, quand c'est trop compliqué, c'est trop complexe, on y va en surface et il y a beaucoup de redites. Donc, on répète la nouvelle. Ça passe dans les fils de presse. Si Reuters dit que c'est correct, ça devrait être correct, go. Donc, on y va un petit peu les yeux fermés. Mais quand on fouille un peu plus, on se rend compte que souvent, il n'y a pas toute l'information qui est traitée, malheureusement. Alors, ce qu'on a vu ici dans cette nouvelle-là, c'est que Strategy serait le roi, qui est le roi du Bitcoin, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup de Bitcoin, vous allez voir les chiffres tantôt, s'effondre à Wall Street, une perte de 12,4 milliards de dollars. Allons-y en détail. Alors, ce que ça nous dit ici, c'est que tout d'abord, la nouvelle raconte, puis je suis repris dans pas mal plein de médias, que c'est une chute de 17%, et puis que c'est très violent à court terme, mais c'est aussi une partie parce que évidemment dans le cas de MicroStrategy, c'est pas 5% de sa trésorerie ou de son actif ou de son avoir qui est exposé à Bitcoin, c'est 100%. Donc c'est clair qu'elle est totalement vulnérable à Bitcoin au prix du Bitcoin en tant qu'entreprise. Mais ce qu'elle fait MicroStrategy, c'est qu'elle achète du Bitcoin, elle le garde en banque, puis elle fait des effets de levier. Elle va même emprunter de l'argent, elle va mettre en garantie ce qu'elle a pour emprunter un peu d'argent pour pouvoir acheter plus de Bitcoin tout le temps. Donc, elle a des effets de levier, qui sont causés par de la dette convertible, des risques liés au marché des actions en général et aussi au prix du Bitcoin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que MicroStrategy est dans une dynamique où est-ce que si Bitcoin monte de 10% ou descend de 10%, on va avoir une montée ou une descente qui va être plus prononcée, qui va être amplifiée. C'est pas un bug, ça fait vraiment partie du modèle. Donc, quand on regarde la perte nette de 12,4 milliards, il faut comprendre de quoi on parle, principalement. Là. On parle de pertes comptables non réalisées.
Donc, des pertes non réalisées, qu'est-ce que c'est? C'est, vous le savez sûrement, là, vous avez acheté, mettons, je sais pas moi, pour 1000 pièces de Bitcoin, puis là, ça vaut 600 pièces. Ben là, vous dites, ouais, ben là, je l'ai acheté à 1000 pièces, j'en ai acheté pour 1000 pièces, puis là, ça vaut 600 pièces, j'ai donc perdu 400 pièces. Pas tant, vous l'avez pas perdu tant que vous vendez pas. Alors, si vous vendez, à ce moment-là, la perte se matérialise. Si vous vendez pas, puis vous attendez, mettons que ça remonte, ben là, à ce moment-là, ça devient un gain. Puis si ça monte, vous avez un gain non réalisé. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas réalisé votre gain. Et c'est à ce moment-là que vous êtes imposable quand vous réalisez votre gain ou votre perte. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit vraiment, là, dans les médias, on entend parler que la compagnie Strategy a perdu 12,4 milliards avec un petit bémol ici. Donc, c'est une entreprise aussi qui, ce genre d'entreprise-là doit aussi ajuster leurs actifs et les déclarer selon les normes comptables, c'est le GAAP ou Generally Accepted Account Principle. Fait que ça fait qu'ils sont obligés de déclarer les chiffres, même si les pertes sont pas ou les gains sont pas réalisés. Donc, ça fait que ça sort, puis médiatiquement, on voit genre une perte, ouais, c'est pas réalisé, mais on en parle. Ça veut pas dire que les 12,4 milliards sont sortis en cash dans leur compte de banque. Ça veut juste dire que techniquement, au livre, ça se pourrait qu'ils soient en défaut, qu'il n'y ait pas assez de trésorerie à terme pour pouvoir payer le remboursement de leurs emprunts ou bien même les dividendes et les intérêts sur leurs produits. Donc, on parle plus d'une logique comme celui-là. Le vrai sujet qu'il faut se poser par rapport à MicroStrategy, c'est que, bon, je dis tout le temps MicroStrategy parce que ça s'appelait de même avant, mais c'est Strategy B. Le vrai sujet, dans le fond, c'est est-ce que on dit souvent qu'ils misent entièrement sur la hausse du Bitcoin. Puis c'est partiellement vrai, mais en même temps, ils s'équipent aussi ou ils se préparent à ce que ça baisse. C'est dans leur modèle, ça fait partie de tout ça. Donc, il faut se poser les bonnes questions dans une grille d'analyse du genre combien de Bitcoin détiennent-ils, à quel coût moyen d'acquisition ils ont acheté leur Bitcoin, puis quelle est leur maturité de dette, ont-ils assez de liquidité pour être capable de tenir un cycle baissier pendant 2 à 3 ans. Pourquoi? Parce que si tu promets du rendement, tu promets des intérêts, tu promets des dividendes aux gens qui viennent acheter tes actions, ben quand c'est le temps de verser des dividendes, ben, tu l'as promis, il faut que tu le fasses. Quand c'est le temps de verser du rendement ou des intérêts, tu l'as promis, il faut que tu le fasses. Si t'as pas de trésorerie pendant ce temps-là, ça va pas bien. Donc, historiquement, Stratégie B a toujours structuré sa dette sur du long terme et c'est ça qu'on va voir. Donc, c'est pas un margin call. Je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est un margin call, mais ils ne fonctionnent pas comme des hedge funds réguliers. Le contexte de 2026, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Bitcoin est sous pression. Là, vous l'avez vu, on en a parlé beaucoup dernièrement. Entre nous, dans le canal Messenger, on en a parlé aussi à la dernière rencontre. J'en ai parlé, j'étais très vocal là-dessus cette semaine sur Facebook. Merci aussi à Catherine de m'avoir fait réaliser que j'en parle souvent quand ça va bien, puis quand ça descend, j'en parle moins. Alors, je pense que c'était justement le temps d'en parler parce que ça a été accompagné d'un paquet de fear, doubt and uncertainty. Comment on dit? Whatever. Donc, en 2022, Strategy B a perdu 60% à un certain moment donné, puis ça a explosé à cause du cycle, grâce au cycle haussier juste après. Donc, Bitcoin, c'est un peu un proxy à effet de levier sur Bitcoin. Donc, vous vous exposez pas directement à Bitcoin, parce que vous l'achetez pas directement, mais vous achetez un produit dérivé, dans le fond, qui vous permet d'avoir accès au rendement qui monte ou qui descend dans une mécanique à levier qui fait en sorte que quand ça monte plus, quand ça descend plus. Ce que l'article ne dit pas, puisque les médias, en général, ne disent pas nécessairement, c'est que Strategy B a présentement 713 000 Bitcoin en banque. Là-dessus, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 58,9 milliards de valeur sur le marché. Leur dette à long terme est de 8,2 milliards. Donc, vous voyez le ratio, ça fait une dette de 13%. Fait que c'est comme vous dans votre budget personnel. C'est comme si vous étiez juste calé à 13% de votre marge de crédit. On pourrait dire ça comme ça, si vous voulez. Et puis, ils ont en cash, en argent liquide, accessible maintenant, là, 2,25 milliards de dollars américains. Prêt comme ça. Pas gelé dans un prêt à terme là, ou placé sur des obligations d'épargne à long terme ou quoi que ce soit. C'est liquide, maintenant. Et ils sont capables de payer des dividendes et des intérêts sur les 30 prochains mois. Puis pourquoi je sais ça? C'est parce que je suis allé écouter leur Assemblée générale aux actionnaires qui a été divulguée la semaine passée. Ils ont fait ça live sur Internet. Justement pour parler du 4e trimestre dernièrement, et ils en ont profité pour donner des chiffres à jour sur la chose. Fait que ça veut dire que présentement, dans la situation actuelle, si jamais le prix de Bitcoin arrivait à 8 000 $, il serait
capable de pouvoir toffer pendant les 30 prochains mois. C'est ça la réalité. Ça, c'est si ça arrive à 8 000 $. Là, on pourra en reparler un peu plus tard dans la rencontre aujourd'hui, mais il y a toujours un pattern. Quand ça monte, quand ça redescend, ça redescend d'un certain pourcentage par rapport au sommet. Donc là, au début, c'était 90%, puis après ça, 87, 88%, puis après ça, 78%. Là, peut-être qu'on serait rendu autour de 75% à partir du pic, donc du sommet. Donc, ça monte, puis ça peut redescendre de 75%, ce qui nous mènerait peut-être autour dans les 30 000. Ça, c'est le worst case scénario, ne tenant pas compte de la réalité actuelle, c'est-à-dire les entreprises, les firmes de Wall Street sont rentrées dans le marché, ils capitalisent à fond sur Bitcoin, et ils essaient d'en acheter le plus possible, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Bref, il y a plein de facteurs. Les fonds de pension, les fonds privés, ils rentrent tranquillement là-dedans à travers des mécanismes comme celui-là de MicroStrategy, ou Stratégie B, et à travers les fonds négociés en bourse. Donc, il y a beaucoup d'indices macro qui nous donnent l'impression que ça pourrait être bien difficile de se rendre à 8 000. Mais même là, si Bitcoin tombait à 8 000 $, cette entreprise-là serait quand même capable. Puis on parle de l'entreprise qui possède le plus de Bitcoin au monde. C'est pas compliqué, là. Je veux dire, il y a Satoshi Nakamoto qui en possède 1,1 million, mais il est mort, il est plus là, ou ça ne tente plus d'être là, mais peu importe, je veux dire, on peut les oublier, ces Bitcoins-là, mais il reste que c'est la business qui possède le plus de Bitcoin au monde, et on fait passer dans les médias cette business-là comme si elle était en pleine chute, et c'est comme si on était en train de faire une prophétie autoréalisée. C'est-à-dire que comme on véhicule de l'information qui est incomplète, qui est fallacieuse, ben ça peut donner le goût aux gens qui ne cherchent pas, qui ne creusent pas, de lâcher leurs actions, et ça fait que l'action chute, ça fait que le prix chute, ça fait qu'ils sont obligés de vendre du Bitcoin, et ça fait que le Bitcoin descend davantage, et ça donne raison à tous les détracteurs qui disent que ça marchera jamais. Donc, on est dans une logique très psychologique au final. Donc, conclusion froide par rapport à cette nouvelle-là, c'est oui, c'est risqué, oui, c'est volatile, mais ce n'est pas un effondrement structurel chez MicroStrategy. En tant que thèse à long terme sur Bitcoin, là, ils continuent à garder leur thèse de départ. Leur ratio d'endettement est très bas. Il y a des entreprises de Wall Street ou dans le S&P 500 qui sont beaucoup plus endettées en termes de ratio d'endettement que 13%. Donc, pour l'instant, ça baisse, mais quand ils vont remonter, par exemple, ils vont être d'autant plus forts. Fait que ça, c'est une nouvelle importante dont j'ai voulu parler cette semaine parce que elle n'est pas la seule dans sa catégorie. Je vais tout de suite aller vous parler d'une autre nouvelle que vous avez certainement vue passer. C'est celle de Jeffrey Epstein et sa potentielle relation avec l'univers de Bitcoin, les premiers moments de Bitcoin quand ça voyait le jour, les différents bénévoles, au final, dans certains cas, qui oscillaient autour de ça. Les fondations aussi qui récoltaient de l'argent pour être capables de payer le monde ou les développeurs core de tout ça, en fait, à entretenir Bitcoin. Bref, il s'est intéressé à ça, au même titre qu'il s'est intéressé à toutes sortes de choses. Et dans les médias, on a vu une association directe, genre Epstein contrôlait Bitcoin. Okay, c'était quand même assez hot. On va quand même démêler les faits par rapport aux insinuations. La première chose, c'est que depuis la publication des nouveaux documents judiciaires liés à Jeffrey Epstein, pour ceux qui n'ont pas suivi le feuilleton, là, parce que ça se peut qu'il y en a qui soient pas au courant, mais Jeffrey Epstein a été accusé d'avoir fait du trafic d'influence en mettant des chefs d'entreprise, des politiciens dans des situations à risque. Notamment, il les attirait sur son île du plaisir pour leur permettre d'avoir beaucoup de fun avec des jeunes filles. Donc, on parle tout de trafic, de pédophilie, etc. Donc, ça fait longtemps que l'histoire d'Epstein, ça circule. C'est un milieu c'est un milieu très select, etc. Puis, si vous voulez fouiller là-dedans, là, by the way, il y a comme un site web qui met à disposition, c'est comme si vous fouilliez dans la boîte de courriel de Jeffrey Epstein lui-même et ses photos. Vous pouvez vraiment voir toutes les relations qu'il avait développées au fil du temps. Mais c'est un trafic d'influence, en fait, qu'il faisait parce qu'il mettait les gens dans des situations où est-ce que il était photographié, il était piégé, si on veut, dans des situations litigieuses en lien avec des escortes, des jeunes filles ou je sais pas, j'étais pas là, je peux pas vous dire qui était là, mais puis quel âge qu'elle avait, puis je m'en suis pas vraiment intéressé en fait. Ce qui m'a intéressé beaucoup plus, c'est que au final, ça ressort dans les médias parce que les preuves qui avaient été détenues par le département de la justice aux États-Unis
ont été suite à des pressions politiques, ont été révélés parce que Trump s'est impliqué là-dedans, puis plein d'autres aussi. Donc, c'est une grosse saga. Si ça vous intéresse, vous googlerez Jeffrey Epstein, vous verrez ce qui sort de là. Ceci dit, dans l'ensemble du matériel qui a été publié et qui est disponible d'ailleurs en ligne, je pourrais vous donner l'adresse dans le clavardage si jamais ça vous tente d'aller sneaker. Là, je pense que c'est J, donc J, Mail, comme J comme Jeffrey, Mail, à la place de Gmail. Et donc, ça vous permet de rentrer, puis comme si vous étiez dans sa inbox, voir à qui il a parlé. Céline Dion serait là-dedans, il y a plein de... En tout cas, ça n'arrête plus, là. Il y a plein de fun, plein de rumeurs. Il y a du monde qui invente des fausses preuves aussi autour de ça, puis ils disent, voyez-vous, il était en train de parler avec telle personne, etc. Et dans ce cas-ci, ce qui est sorti en lien avec Bitcoin, son nom aurait été associé à Bitcoin, OK, et aussi à Satoshi Nakamoto. Au sujet de certaines allégations qui demeurent vagues et des rumeurs qui sont très virales présentement, puis ça mérite d'être analysé calmement, ce qui est factuellement établi. Donc, puis ça, j'ai fait des recherches, il y a des journalistes aussi qui ont fouillé, puis c'est le fun, hein? Il y en a des journalistes, mais dans ce cas-là, ça attire tellement l'attention que ça vaut la peine, là. C'est clickbait, ça fait vendre de la pub et des abonnements, mais il y a des journalistes qui ont creusé le sujet, et les documents judiciaires ont été fouillés par des journalistes et ça montre qu'Epstein a gravité effectivement, comme beaucoup d'autres dans le domaine autour de Bitcoin, dans les cercles d'influence financière et académique. Quand on parle académique, c'est que quand on parle de développement technologique puis de recherche technologique, il y a souvent cette idée-là qu'on est dans le milieu universitaire, il y a des chercheurs, c'est souvent des fondations qui récoltent de l'argent pour pouvoir permettre aux chercheurs de fouiller. Donc, c'est pour prendre des risques, en fait, sur des trucs juste pour explorer des choses. C'est comme ça aussi que l'intelligence artificielle est venue au monde, hein, c'est dans les milieux universitaires au début. Donc, il a notamment fréquenté ou soutenu financièrement des institutions financières impliquées dans la recherche cryptographique. Ça, c'est vrai. Il a investi des fonds, hein, il a investi de l'argent via des fonds dans certaines entreprises technologiques, y compris l'écosystème crypto au sens large. Notamment, il y aurait eu droit à des seeds, des actions de première ligne, de première classe, au moment où Coinbase voyait le monde, venait au monde. Coinbase qui est un des plus gros échanges de la planète. Donc, c'est clair qu'il y a eu une proximité entre ce gars-là et le monde technique qui aurait contribué d'une manière ou d'une autre à Bitcoin. Donc, les allégations qui sont fréquemment mises de l'avant, c'est souvent de la culpabilité par association. Donc, si Epstein a été proche de personnes ou d'institutions liées à Bitcoin, alors Bitcoin serait moralement ou structurellement contaminé. C'est un syllogisme pur et dur. Faire une petite pause philo, là, pour ceux qui n'ont pas écouté dans leur cours de philo. Un syllogisme, ça respecte la forme classique de si A est en lien avec B et que B est en lien avec C, ça veut donc dire que A est nécessairement en lien avec C, alors que A et C pourraient avoir aucun lien ensemble. Et souvent, on se fait remplir, nos cerveaux, c'est comme la pâte à modeler, on se fait remplir de narratifs de ce genre-là, mais quand tu commences à creuser, tu te rends compte que finalement, il n'y a pas de lien. Donc, c'est ce qu'on appelle des raisonnements fallacieux. Des individus problématiques ont effectivement financer ou fréquenter des universités, des banques, des fondations scientifiques, Internet même aussi, et ça ne confère en aucun cas, un rôle malicieux à ces protocoles-là. C'est pas parce que quelqu'un a contribué au développement d'Internet ou du protocole pour faire Gmail ou des courriels que les courriels, c'est nécessairement moche. Fait que, donc, on est dans cette logique-là. L'influence sur le développement de Bitcoin. Il y a quelques textes qui suggèrent que Epstein aurait voulu orienter Bitcoin via des financements indirects de chercheurs ou de développeurs. Mais même là, quand on creuse tout ça, il n'y a aucun élément qui démontre une capacité réelle de contrôle. C'est juste pour rappel, là, Bitcoin, ça repose sur un logiciel open source, auditable, avec des milliers de nœuds. Et donc, les nœuds validateurs et les mineurs, qui sont tous indépendants les uns des autres, qui sont en compétition les uns contre les autres, qui demandent que ça, prendre quelqu'un en défaut dans ce milieu-là. Donc, le financement des chercheurs ne permet pas de modifier le protocole sans consensus. Même s'il y a des chercheurs, même s'il y a des développeurs qui amènent des nouvelles versions de Bitcoin ou des versions qui sont malicieuses ou quoi que ce soit, c'est pas possible que ça soit adopté de manière démocratique par l'ensemble des nœuds du réseau parce que il vérifie le code, il regarde, tout le monde s'est ouvert, puis tout le monde voit s'il n'y a pas des petites portes derrière ou quoi que ce soit, si c'est justement à vocation malicieuse. Un autre point, Epstein connaissait les fondateurs de Bitcoin. OK? Bon. Là, on va rentrer dans la manipulation 101, là, les amis. C'est une drôle d'affirmation parce que ça repose sur des propos qui ont été rapportés lui-même, sans preuve vérifiable. Donc, quand
on regarde les différents courriels puis qu'on fouille, on peut voir qu'il fait du name dropping. Donc, il n'y a pas de preuve vérifiable comme telle qui connaissait ou qui a été vue en présence de Satoshi Nakamoto ou quoi que ce soit. C'est souvent utilisé pour faire planer les doutes et non pas pour démontrer un fait. Fait que là, ce que je vais vous donner comme exemple, c'est que mettons que je suis Jeffrey Epstein. Ok, moi ma job là, c'est d'attirer des grosses poches influentes sur mon île du plaisir. Fait que là, on peut mettre la musique en background là. Oh oui. Puis là, il y a plein de caméras cachées partout, là. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est de pogner des gros monsieur cochons en train de toucher des petites filles. Donc, moi, mon objectif, c'est d'attirer les plus grosses poches de la planète, les plus influents. Comment je vais faire pour m'assurer que les plus gros soient là? Je vais faire du name dropping, tu sais, et parfois, souvent, du bluff. Exemple, si je vous dis que Barack Obama va venir à mon party d'anniversaire le 18 avril prochain, mais que c'est pas vrai, peut-être que vous allez venir parce que ça se pourrait qu'il soit là, puis qu'éventuellement, parce que vous allez venir, peut-être que Valérie Plante va vouloir venir aussi. Fait que c'est comme ça qu'on fait un build-up de notoriété. C'est comme ça qu'on bâtit un club VIP. Donc, ça fait partie de la game. Alors, sauf que là, Satoshi Nakamoto, c'est une personne cachée. Puis quand il dit dans des courriels, venez, tu vas pouvoir rencontrer Satoshi Nakamoto. Tout le monde a entendu parler de Satoshi Nakamoto, mais cette personne, tout le monde se demande c'est qui, il est anonyme, etc. Donc, on peut même être décédé à l'heure où on se parle. C'est facile de faire parler quelqu'un qui peut pas parler, qui est mort, qui a décidé d'être anonyme ou qui est anonyme en dépit de tout parce qu'il est mort ou quoi que ce soit. Donc, de prêter des intentions à une personne inexistante puis insinuer qu'il serait probablement là à notre party, ça rapporte aucun problème potentiel. Il n'y a pas comme finalement, je sais pas, moi, Satoshi qui va sortir dans les médias faire un MeToo en disant « Epstein, il est pas gentil, il a dit que j'irais au party puis c'était pas vrai. » Non, on n'est pas là-dedans. Je veux dire, il n'existe pas. Fait que c'est comme ça. C'est facile de faire parler des morts, faire parler du monde qui ne peuvent pas parler. Donc, on est dans une espèce de logique de manipulation. Fait qu'au pire, il aurait pu dire « Ah ouais, mais finalement, Satoshi n'est pas venu parce qu'il y a eu un empêchement. » Fait que, comme dirait Marie-Mé, mentir. Merci beaucoup. Donc, on est clairement dans des fausses rumeurs. Alors, il y a eu aussi des captures d'écran de tout ça, prétendument, on fait des captures d'écran de courriels prétendument écrits par Epstein ou par Satoshi qui circulent abondamment. Des vérifications journalistiques indépendantes ont démontré que les emails ne figurent pas dans les documents sources qui ont été divulgués par le département de la justice américain et que les formats, les dates, les formulations sont incohérents puis manifestement falsifiés. Et il y a des exemples pour ça. Je pourrais vous les montrer éventuellement. Donc, exemple, là, ils ont mis 2 fois le champ « to ». Dans le courriel. C'est des erreurs de débutants. Si tu veux faire des fausses preuves, là, je sais pas, applique-toi, là, fais quelque chose. Mais bon. Donc, l'hypothèse que Epstein serait Satoshi repose sur aucune preuve sérieuse. Ça relève du complotisme numérique classique et ça, il y en a pas mal. Donc, les points clés à comprendre dans cette histoire-là, c'est que Bitcoin, c'est pas une organisation, c'est pas une fondation, c'est pas un club privé, c'est un protocole qui est ouvert, transparent, accessible à tous. C'est régi par des mathématiques, c'est vérifié par des dizaines de milliers de nœuds indépendants à travers le monde. Fait que confondre genre réseau humain, genre club select VIP et réseau d'influence à un système décentralisé où est-ce que justement personne peut avoir d'influence sur personne, puis c'est comme I do me, you do you. Tu sais, faites chacun sa petite affaire. Ben ça revient à juger l'électricité en fonction de la moralité de ceux qui financent les centrales. Donc il y a tellement de logique fallacieuse dans tout ça que on est vraiment dans un délire extraordinaire. Pourquoi ce genre de narration-là existe? Il faut se poser la question, pourquoi ces narratifs-là se promènent sur Internet? Donc, on parle vraiment de genre d'association puis d'attaque par contamination morale. C'est comme genre Bitcoin, c'est comme on veut pas que ça prenne du terrain, fait qu'on va l'associer à quelqu'un de louche. Comme ça. Des outils émotionnels pour discréditer un système qu'on ne contrôle pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'énergie du désespoir. Quand tu n'es pas capable d'arrêter Bitcoin, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges pour que les gens l'abandonnent, mais tu peux pas arrêter techniquement Bitcoin. Malheureusement, ça a été conçu pour résister aux attaques nucléaires. Donc, on fait des raccourcis médiatiques qui sont un peu comme, qui sont pas faux, mais quand tu les lis vraiment rapidement, tu fais juste lire les titres, tu te rends compte que finalement, c'était pas tout à fait vrai ce qui était écrit dans le titre. Il fallait que tu rentres dans le message pour voir ce que c'est. Donc, il y a beaucoup de manipulation. Il faut vraiment se poser la question pourquoi il y a de la manipulation médiatique et de la manipulation d'opinion publique à l'égard de Bitcoin ces temps-ci. Moi, je vais lancer une hypothèse, puis ça vaut ce que ça vaut, mais à l'heure où on se parle, on le sait que, puis ça a été documenté, que les banques américaines présentement sont en mode panique. Je rentre rapidement dans cette histoire-là, c'est que il est question d'avoir un Clarity Act,
bientôt. Ça devait passer plus tôt, je pense à la fin janvier. Le Clarity Act, c'est une loi qui vise à justement éclaircir qui fait quoi, qui peut faire quoi, de quelle manière, qui est responsable de quel genre d'actifs. Quand tu pars une business, tu es redevable envers qui. Bon. Mais à la dernière minute, il y a eu des phrases qui ont été ajoutées pour s'assurer que le milieu de la crypto, donc des néobanques, on peut le voir comme ça, ne puisse pas faire de rendement, ne puisse pas offrir de dépôt sur les rendements, ne puisse pas offrir de rendement sur les dépôts. Donc, vraiment, les banques qui sont comme 423 fois plus lentes au niveau du règlement complet des transactions qu'une blockchain, ils voient les petits nouveaux arriver puis ils font comme « Wow! » Ils vont nous couper l'herbe sur le pied. Donc, comme ils sont pas capables d'arrêter, ben ils essaient de jouer sur la manipulation. Alors, ça serait pas, en tout cas, ça pourrait être une hypothèse. Fait que, donc, oui, Epstein a tenté d'acheter de l'influence partout où il passait. Ça, c'est vrai. Mais non, ça veut pas dire que Bitcoin, qui a créé Bitcoin ou que Bitcoin a été contrôlé d'aucune façon, parce que techniquement, personne ne peut le contrôler. C'est vraiment par adoption que ça se passe. Fait que c'est une grosse nouvelle. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous en parler. Mais ces deux premières nouvelles-là viennent un peu faire le tour de ce qu'on appelle le contrôle du récit médiatique puis de la manière que les nouvelles sont apportées. Fait que je vous ai donné plein d'informations complémentaires qui vous permettent de vous faire votre propre tête par rapport à ça. Et je suis pas le seul à remettre ça en question. Autre nouvelle cette semaine qui a vraiment attiré l'attention de moi-même et de plein de monde sur Twitter et sur Facebook, c'est que Washington reconnaît officiellement la révolution des actifs numériques en cours. Clairement, j'ai juste de vous dire là, que les banques sont en panique, là, on est en révolution. Pour vous donner une idée, là, je pense que les banques sont plus en train de paniquer maintenant par rapport à l'arrivée de toutes les stablecoins, de toutes les blockchains, les cryptos, sont plus en train de paniquer que l'industrie de la musique qui s'est mise à paniquer devant l'arrivée du MP3. Donc, c'est là qu'on est rendu et ça a été vraiment souligné par Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor américain, qui a dit ceci, The digital asset revolution is here. And I am confident that with leadership from both sides of the aisles, we can get this across the finish line. Donc, il parle du projet de loi qui est toujours en cours de discussion puis qui a été un peu contaminé à la dernière minute par des amendements qui ont été proposés par l'Association des banques américaines et qui a été à la dernière minute abandonné. Puis Coinbase a dit non, on préfère avoir pas de loi du tout qu'une mauvaise loi. Et là, ça pédale très, très, très fort. Pourquoi ça pédale très, très fort présentement des deux côtés, si vous voulez, du Congrès américain pour que ça se passe, pour que la loi soit adoptée, puis pas avec n'importe quoi dedans, bien sûr? C'est parce que ça vient baliser l'encadrement de, entre autres, des stablecoins et de quelle manière les émetteurs peuvent émettre ou les échanges peuvent donner des intérêts sur le dépôt que vous avez dans la maison, dans leur compte de banque. Donc, présentement, c'est un peu free for all. Les entités comme PayPal, avec leur propre stablecoin, qui ont donné du rendement, ils sont assujettis à peut-être se faire taper les doigts au niveau réglementaire parce que c'est pas clair comment ça doit se faire. Mais présentement, il offre du 4 pendant qu'il y a certaines banques aux États-Unis qui offrent du 1 de rendement. Fait qu'imaginez, vous laissez 1000 $ dans votre compte de banque, vous avez 0,1 de rendement, ça descend jusqu'à là. Alors que pendant ce temps-là, vous prenez votre 1000 $, vous le convertissez en stablecoin, vous le laissez sur Coinbase, puis qui commence à vous donner du 4 %. Wow, on est ailleurs. Et du 4 % là, c'est comme autant, sinon plus, que certains bons du Trésor. Donc, des bons du Trésor à très court terme. Donc, c'est sûr que ça dérange énormément. Mais pourquoi les deux côtés de l'allée, donc les républicains et les démocrates présentement, veulent absolument régler cette histoire-là? C'est tout simplement parce que la Chine a décidé de faire pareil. La Chine a fait comme, ils sont en train de s'obstiner entre eux autres, là. Les nouvelles banques font un peu d'ombrage aux vieilles banques établies. Et puis, les politiciens, ils savent plus où donner de la tête, etc. Ben, nous autres, on va en offrir des stablecoins, donc du yuan encapsulé ou tokenisé, si vous voulez, dans des stablecoins et commencer à offrir du rendement. Et c'est beaucoup plus dangereux pour les États-Unis de voir que la fuite des capitaux ne pourrait pas juste partir des grandes banques systémiques américaines pour aller vers les néobanques qui offrent du meilleur rendement, pourrait carrément être converti en yuan. Et ça serait le pire cauchemar que le dollar américain soit abandonné par les Américains pour être parqué dans des comptes bancaires chinois pour avoir du meilleur rendement. Oui, Jérémy? Ben, justement, là, avec qu'est-ce que tu parles, j'ai envoyé un lien. Il y a genre moins de 10 heures, ça a été partagé là, que la CFTC, dans le fond, là, il enlevait la barrière avec les banques. Ça n'a pas été signé, là? Quelle barrière?
Bouge pas 2 petites secondes, je vais réouvrir ça. Dans le fond, je l'avais mis là. En termes simples, c'est une mise à jour qui signifie plus de types d'institutions régulées. Bon, ces stablecoins peuvent être utilisés comme collatéral de margin collatéral dans le trading de futures et de produits dérivés régulés par la CFTC, sans que le courtier broker se fasse sanctionner grâce à cette position de no action temporaire. Mais c'est bullish positif pour plusieurs raisons. Ça enlève un obstacle. Ça rend les stablecoins plus officiels et plus acceptables pour les banques. Ça facilite le pont entre la finance traditionnelle TradFi et les stablecoins. Les banques peuvent maintenant en émettre, en utiliser. Ça pourrait attirer plus d'institutions et augmenter la liquidité sur la blockchain à moyen et long terme. Fait que dans le fond, c'était juste un genre de petit AR que j'avais fait là, avec cette news-là. Là. Je voulais qu'il me l'explique en fin de 5 ans. Là. OK, c'est cool. Fait que, quand même intéressant, c'est quand même récent aussi. Là, c'est hier, ça s'est partagé pendant le Super Bowl comme quasiment inaperçu. Puis demain, on a un follow-up là-dessus, justement. Là. Fait que, oui, les banques, tu avais raison de le dire, là, ils ont peur tout ça, mais en même temps, là, c'est comme, je pense qu'il va falloir faire un compromis puis qu'on accepte que les banques ils lancent leur stablecoin aussi, etc., etc. Puis l'autre affaire aussi qui fait peur, c'est Kenton Network, qui est aussi un network privacy pour les institutions, qui est déjà rendu top 14 en moins d'1 an de sa création. Puis on le voit que Wall Street est en train de remplir ses poches behind the scene au niveau privé. Là. Fait que ça sent bien. Le prix du Bitcoin descend, OK? Mais la capitalisation boursière du Bitcoin monte. Ça veut dire que, genre, ils achètent tout ce qu'ils peuvent. Là. Il y a une pression haussière qui est un peu artificiellement maintenue base présentement. Là. C'est comme, je suis pas en train de vous dire ça pour que vous ayez l'impression que ça pourrait monter en flèche et que le monde baissier dans lequel on est va peut-être disparaître. Mais si on regarde techniquement les courbes au fil du temps, ben c'est toujours comme ça, c'est toujours le même pattern. Ça monte, c'est maniaco-dépressif Bitcoin. Ça monte en malade, ça descend en malade, puis that's it. Mais ça monte toujours un petit peu tout le temps. Fait que, mais là, vraiment, ça joue beaucoup du coude au niveau bancaire. C'est pas compliqué. Imaginez, vous êtes une banque hégémonique, là. Puis quand vous chiez dans le pelle, là, ben c'est Barack Obama qui fait passer des lois pour vous sauver, puis on imprime des milliards, voyons, on imprime des milliers de milliards juste pour vous sauver. Donc, ça va bien. Puis là, soudainement, tu as des petits joueurs qui arrivent puis qui commencent à émettre des stablecoins, puis que les règlements se font à la minute près, ça peut offrir tellement plus de rendement. Savez-vous combien ils sont chez Desjardins pour faire fonctionner le système? 54 000. Savez-vous combien ils sont chez Tether? 100. Donc, c'est un peu disruptif, là, ce qui se passe. Et les deux font exactement la même affaire. Bon, à la défense de Desjardins, ils font pas que des transactions, ils font aussi toutes sortes de trucs, là, des prêts hypothécaires, ils font aussi des assurances, mais ce que je veux dire, c'est qu'une banque traditionnelle, c'est hyper chronophage. C'est énormément de surveillance transactionnelle, de déclaration aussi, pour satisfaire aussi les exigences du CANAF, du FINTRAC, donc qui sont les entités gouvernementales qui ont pour mandat de mettre en œuvre et d'appliquer les lois sur le recyclage de la criminalité, c'est-à-dire le blanchiment d'argent, l'évasion sociale. Tout ça, là, c'est lourd. C'est tellement lourd. Alors que ces nouvelles entités-là, vu que leur rail bancaire et c'est une blockchain, c'est facile, c'est accessible, ça plante pas. Ces nouvelles entités-là, ils sont capables de faire des miracles avec rien pantoute, là, pour vrai. Et c'est ça. Donc, pensez-y. Les grosses banques étaient capables d'offrir du 4 % de rendement, mais ils le faisaient pas parce qu'ils voulaient satisfaire leurs actionnaires. Là, soudainement, il y a des petits joueurs qui arrivent et font comme, nous, on va offrir 4 % de rendement, puis on va encore faire du cash sur le dos de nos épargnants. Fait que c'est ça qui se passe. C'est une révolution. Vraiment, c'est une révolution monétaire. Donc, si je reviens, merci, Jérémy. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? OK. Donc, là, présentement, pendant les années, la question, c'était est-ce que Bitcoin et les cryptos devraient exister? On était sur le narratif de la légitimité. Donc, est-ce qu'on devrait permettre ou encadrer. Il y a eu une bataille, en fait, pour pouvoir clarifier est-ce que Bitcoin, c'est une securities ou une commodities. Donc, il y a 2 entités aux États-Unis qui s'occupent de réglementer ces champs d'activité-là. Pour vous donner une idée, là, les commodities, c'est plus comme l'or, le pétrole, des choses comme ça, alors que les securities, c'est plus les actions. Donc, la dite loi Clarity Act vise à définir qui fait quoi, qui régule quoi, entre autres. Et là, le fait qu'on est rendu à une espèce de mouvance bipartisane, on dirait que les êtres humains, ils aiment ça s'écœurer, ils aiment ça antagoniser un contre l'autre. Comme disait Daniel Boucher dans une de ses tunes, c'est comme pourquoi t'es pas toujours obligé d'être contre l'autre en face, tu sais. Mais c'est un peu naturel chez l'être humain. Puis là, soudainement, la Chine arrive comme une menace, et là, les républicains, les Américains se mettent
ensemble contre la Chine. C'est ça. Alors, on est là. Il fallait que la Chine bouge pour qu'on se bouge le derrière à l'interne. Je parle comme si j'étais un Américain, mais bon, c'est un peu là que l'avenir de notre monnaie se joue présentement. Et pourquoi c'est important pour vous? C'est important, cette nouvelle-là, parce que vous êtes en train de vivre votre premier vrai cycle baissier de volatilité pour beaucoup d'entre vous. Donc, puis pendant que le prix secoue d'un bord puis de l'autre, lui, le cadre réglementaire, il est en train de se consolider, de se créer, de s'appuyer sur des fondations claires, solides. Et souvent, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Le marché se corrige. Il y a beaucoup de bruit médiatique autour de Bitcoin. Ah, ça va mourir, tout ça. Juste après, je vais vous montrer un super site web. Donc, ça va mourir. Les institutions structurent en arrière-plan. Pendant que tout le monde jase, puis tout le monde s'obstine à savoir si Bitcoin c'est une bonne affaire ou pas pendant ce temps-là, comme tu disais tantôt, Jérémy, les institutions, ils accumulent. Eux autres, ils ont compris ce que c'est, puis ils veulent pas que tu comprennes avant eux autres. Fait qu'ils accumulent, puis ils sont contents que le prix soit bas. C'est le Black Friday pour eux autres, c'est Boxing Day. Donc, ils accumulent. Bitcoin, dans le fond, il n'y a pas besoin d'une loi pour fonctionner. C'est ça qui est un peu disruptif. C'est pendant que tout le milieu a besoin de règlements pour savoir comment on va fonctionner, comment on va exploiter ces nouvelles technologies-là. Bitcoin a été lancé sans règlement. Il n'y a pas de réglementation qui peut avoir un impact dessus parce que il s'en calisse. Je veux dire, lui, il produit un bloc aux 10 minutes, met des transactions dedans. Next, on passe au prochain. Ça fait depuis 2009 qu'il fait sa petite affaire puis qu'il s'en fout qu'on lui dise qu'il est méchant ou qu'il est gentil. Il s'en fout. Je veux dire, c'est un enfant Teflon. Donc, mais pendant ce temps-là, l'adoption institutionnelle, elle, avait besoin d'un cadre réglementaire clair. Mais là, à partir du moment où ça va être clair, ça va être un signal aussi. Fait que, pour ceux qui pensent que le marché baissier va comme durer longtemps jusqu'au mois d'octobre, ça se peut qu'il y ait un événement de type géopolitique comme celui-là qui vienne brusquer la courbe baissière puis que ça devienne aussi très, très, très rapide et très violent. On ne le sait pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe avant de prendre des décisions comme vendre nos bitcoins. Un cadre réglementaire clair, ça ne veut pas dire une liberté totale, non, justement. Ça signifie plus d'obligations pour les plateformes, plus de conformité, davantage de surveillance des intermédiaires, comme j'en parlais tantôt, le taux blanchiment d'argent, évasion fiscale. Pendant ce temps-là, Bitcoin reste neutre. Les rampes d'accès, donc, de passer de l'argent fiduciaire, la monnaie canadienne ou américaine, peu importe, à Bitcoin et de Bitcoin au dollar, ça reste des rampes d'accès. Parce qu'on dit souvent on-ramp, off-ramp. On embarque sur Bitcoin, on descend de Bitcoin. Pareil comme si Bitcoin, c'était un bateau de sauvetage, là, il y a une rampe. Donc, ça aussi, c'est régulé, mais on peut pas réguler Bitcoin, malheureusement. Fait que pour un investisseur à long terme, ce type de normalisation-là est généralement perçu comme une étape vers la maturité d'un actif. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Fait qu'en somme, c'est pas une nouvelle de type hype. C'est pas un tweet anodin. C'est vraiment un signal institutionnel qui s'en vient pour dire que le Far West réglementaire est sur le point de se terminer. Donc, c'est pas une nouvelle, c'est un signal, en fait. C'est un tweet parmi plein d'autres qui, lui, ne doit pas passer sous silence. On avait-tu... nous autres, dernièrement, évidemment, j'ai fait une petite nouvelle il y a une semaine là, parce que le prix du marché était rendu à 74 000. Là, c'est plus bas encore. C'est juste parce que, je pense que ça valait la peine de parler du prix baissier. Donc, Catherine, merci. Tu m'as comme donné un grand coup de pied dans le cul pour que on soit capable, que je prenne la peine de parler aussi de ce fait divers-là, qui est le prix du Bitcoin qui descend, mais qui a un gros impact sur l'émotion dans le marché. Et donc, j'ai voulu, à ce moment-là, faire quelques petits points sur, le prix actuel, c'est autour de 77 000. La chute récente, la crypto-monnaie a touché un point bas de 74 000 ce lundi, donc le niveau le plus faible depuis 2025. Il y a eu des liquidations massives, donc 2,5 milliards de dollars ont été liquidés sur le marché. Je tiens juste à vous expliquer un peu comment ça fonctionne, les liquidations massives. C'est pas tout le monde qui se lève le matin et qui dit « je vais vendre ». C'est que souvent, c'est des robots, c'est des programmations de vente automatique qui sont dans les systèmes. C'est des gens qui aussi empruntent de l'argent pour pouvoir s'exposer à Bitcoin. Donc, ils sont dans une situation où est-ce que si ça descend trop, ils perdent leur mise. On appelle ça, donc, ils font l'effet de levier. Donc, quand ça descend trop, il y a plein d'événements automatiques qui se passent. Puis ces événements automatiques-là vont déclencher d'autres événements automatiques encore plus. Ce qui est important, en fait, de mentionner, c'est que on est dans un mode risk-off. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens en finance cherchent à investir sur ce qui a le moins de risques possible.
Il y a des moments dans la vie où tu dois t'intéresser au risque on, donc parce que ça va bien, parce que tu peux te permettre justement, selon les analyses, tu te rends compte que tu vas pas perdre de temps, fait que ça va te permettre de risquer quelque chose. Mais Bitcoin est considéré comme étant risk on à court terme et risk off à long terme. Donc, si on zoome out puis on regarde la courbe du prix de Bitcoin sur 10 ans, mettons, on voit clairement que c'est un marché haussier. Mais si on le regarde zoom in aujourd'hui, ben c'est très, très, très volatile. Et quand il y a beaucoup de volatilité comme ça, même si on est dans un marché baissier, on sait même pas à quoi s'en tenir exactement. On sait même pas jusqu'où il va baisser. On a des idées, mais on le sait pas. Il y a personne qui a une boule de cristal. Donc, dans ce contexte-là, ben c'est très risqué. Alors, à court terme, c'est un actif risqué qui est risk on. Donc, le décrochage du Bitcoin coïncide avec une instabilité généralisée sur les marchés financiers. Les marchés financiers cherchent à sortir du risque le plus possible, d'aller vers quelque chose qui est risk-off. L'or, c'est risk-off. Mais en même temps, c'est pépère. Il y a pas, c'est plate l'or. Il y a pas beaucoup de rendement. Ça bat à peine l'inflation dans certains cas. Et puis, mais ça fait ce que ça a à faire. C'est-à-dire que quand votre ascenseur est en train de lâcher, que le câble a lâché, puis que vous êtes en chute libre, ben c'est un cran d'arrêt. Clac, 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 clac. T'sais, vous irez pas plus bas, vous irez pas vous effondrer par terre. Ça fait ce que ça a à faire. La chute spectaculaire des métaux précieux qu'on a vu dernièrement, après être monté aussi très, très fort vendredi dernier, ça a forcé des investisseurs à vendre leurs actifs risqués, dont le Bitcoin, pour couvrir leurs pertes aussi. Alors, l'argent a monté de manière fulgurante et puis à un moment donné, il y a des corrections qui se passent. Fait que c'est pour ça aussi. La nomination aussi à la Fed, donc il y a Kevin Warsh qui a été nommé gouverneur de la Fed par Donald Trump pour diriger la Federal Reserve. Ça a joué aussi sur le sentiment parce que l'incertitude pèse beaucoup dans est-ce que je me mets en position risquée ou pas. Fait que quand tu sais pas quelle sera la relation entre Donald Trump et Jérôme Powell, par exemple, Donald Trump qui veut absolument qu'il baisse les taux d'intérêt, alors que Jérôme Powell fait comme whatever, ça me tente pas, ben c'est sûr que ça allait pas bien, c'est insécurisant pour le marché en général. Alors qu'à partir du moment où il a nommé un nouveau gouverneur de la Federal Reserve, à ce moment-là, on sait à quoi s'en tenir, on sait que ça va être quelqu'un qui est plus dans la vision de Trump. Alors, on ne sait pas de quelle manière Trump va vouloir influencer encore une fois la politique monétaire. On verra bien ça. Ce qu'on sait aussi avec de Kevin Warsh, on l'a vu la semaine passée, mais c'est quelqu'un qui est très traditionnel, qui est très conservateur, qui est à la limite quelqu'un qui croit plus à l'étalon or que l'espèce de monnaie flottante. Donc, ça serait pas là, je suis dans la spéculation totale, là, mais ça serait pas impossible qu'on voit la Bitcoin Act passer, la possibilité que les États-Unis commencent à ajouter des actifs dans leurs réserves stratégiques et puis qu'ils fassent en sorte que éventuellement Bitcoin fasse partie du panier d'actifs sur lequel on pourrait réadosser le dollar américain parce que depuis 1971, il ne l'est plus. Il est déconnecté. Il n'est pas connecté au monde fini. Donc, c'est quelqu'un qui est dans cette logique-là et c'est clairement quelqu'un qui défend Bitcoin lorsqu'il parle. Donc, voilà. Fait que c'est par rapport au prix puis au marché, je voulais quand même revenir là-dessus pour vous parler de tout ça. Et puis, ben, quoi d'autre, rapidement? Ça, c'était quoi cette histoire-là? Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. On voit souvent aussi de l'information passer comme quoi le prix est tellement bas que les mineurs, ben, ça leur tentera plus. Juste vous rassurer de ce côté-là. De la manière que Bitcoin fonctionne, c'est que si on est trop de mineurs à calculer en même temps, le hash rate, ou si on veut la force de calcul globale du réseau augmente, OK? Et plus la force du calcul augmente, plus le niveau de difficulté, l'énigme à résoudre, l'énigme mathématique à résoudre est compliqué. Fait que, qu'est-ce qui se passe si c'est pas rentable miner, c'est-à-dire que ça rapporte des bitcoins qui sont pas assez chers versus l'électricité qu'on dépense, ben qu'est-ce qui se passe? Ben ceux qui possèdent des mineurs, ben ils tirent sa plug, tout simplement, des branches. Fait que là, soudainement, il y a moins de mineurs branchés sur le réseau, il y a moins de force de calcul, et à ce moment-là, 2016 blocs plus tard, le niveau de difficulté du réseau ou du calcul va se réajuster à la baisse. Et là, ça veut dire que soudainement, ça va prendre moins d'électricité pour réussir à trouver la solution. Donc, c'est vraiment déjà, c'est éprouvé depuis longtemps. C'est même plus un enjeu. Je sais même pas pourquoi il y a encore du monde qui parle de ça. C'est peut-être parce que le monde ne comprenne pas comment ça marche Bitcoin. Mais c'est facile de dire, ah ben là, si ça va à 67 000, les mineurs feront plus d'argent, etc. Ben, ça dépend de plein d'affaires. Tu sais, t'es-tu plugué au Texas à 3 cents le kilowattheure ou t'es au Québec avec le tarif dissuasif à je sais pas moi, à 15 cents, 14 cents, je sais pas, le kilowattheure, tu sais. À voir. Mais chose certaine, c'est qu'on est dans un réseau global décentralisé où est-ce que plein de mineurs ont des tarifs d'électricité très différents. Fait qu'au pire, il y a du monde qui vont faire, c'est pas rentable chez nous, je tire sa plug. Les autres mineurs vont
ramasser la tâche. Fait que c'est pas mal ce qui fait le tour de la revue de l'actualité crypto cette semaine. Ça a été long, j'ai parlé pendant presque 1 heure. Je vous remercie énormément. Pour revenir à nos moutons sur la présentation ici. Donc, je sais pas pourquoi je suis pas capable. Ah oui, c'est ça. Donc, un petit rappel sur vos propres rendez-vous avec moi que vous n'avez pas pris. Hein? Francine, j'ai vu que tu t'es booké une rencontre. Très content. On va pouvoir parler de tout ça. Ensuite de ça, pour ceux qui voient ce truc-là en playback, ben, dites-vous que vous pouvez avoir un 25% de rabais. En passant, vous irez voir sur la page du Crypto Coach, si jamais ça vous intéresse, sur la page d'accueil. Le petit snoro que je suis a décidé pour la communauté de changer la grille tarifaire. C'est maintenant 25 $ par mois. Ne capotez pas. Ceux qui sont rentrés avant, vous gardez votre prix à vie. C'est comme ça. Vous avez le prix que vous voulez. En plus de ça, ben, ceux qui ont évidemment 20-25% de rabais vont être capables d'avoir le prix sensiblement au même prix que le vôtre. Mais là, pour l'instant, sachez que vous voyez toute ma grille tarifaire. J'ai décidé d'avoir un prix inflationniste, comme le dollar. Alors, plus on avance dans le temps, c'est-à-dire que vos amis, vous allez inviter, parce que finalement, vous allez comprendre assez fort que c'est une bonne affaire que vos amis viennent. Mais quand vous allez les inviter en décembre 2027, ça va être 115 $ par mois. C'est là qu'on va être rendu. Donc, ou sinon, si vous voulez, ben, ça va être aussi 25 000 Satoshi à vie. Donc, ça, c'est à peu près 25 $ en date d'aujourd'hui. Donc, le prix est inflationniste. Fait que grouillez-vous. Puis si jamais vous voulez avoir des coupons rabais pour inviter vos amis à moindre coût, dites-le moi, parce que j'ai décidé de gagner ma vie avec ça. Alors, je me gêne plus de charger. Fait que c'est pas mal ce que je voulais dire aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui à cette rencontre-là. Je vais ouvrir les micros et puis on va arrêter l'enregistrement.